Cela fait désormais près de 20 ans que Spider-Man est sur le devant de la scène cinématographique. Avec ses 4 versions et ses 9 films, l'homme araignée n'en finit pas de tisser sa toile dans l'esprit des spectateurs. Mais lorsque l'on interroge ces derniers quant à savoir laquelle de ces versions leur tient le plus à cœur, les 3 premiers films de Sam Raimi se démarquent assez nettement du reste. Ils viennent souvent les placer au-dessus des autres, en affirmant que Tobey Maguire campe le meilleur Spider-Man. Et bien aujourd'hui, rien que pour eux, on a décidé de prendre ces films et de leur enlever leur Spider-Man d'origine. En somme... Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Peter Parker, jeune lycéen timide et un peu gauche, se retrouve mordu par une araignée génétiquement modifiée lors d'une sortie scolaire. Oui, ça change des sorties à France Miniature. La morsure va sérieusement impacter son corps et le jeune Peter va développer de nouvelles aptitudes, des super pouvoirs. Et bien ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de s'imaginer ce qu'il se serait passé si cela avait été son meilleur ami Harry qui avait été mordu à sa place. Partons donc du postulat que l'araignée surgisse plutôt dans le film et qu'elle morde Harry plutôt que Peter. L'impact direct, c'est que Peter reste tranquillement chez son oncle et sa tante. Il leur explique sa journée, et leur montre les photos qu'il a pu prendre autour d'un bon petit thé. Peter reste le petit gringalet timide, myope et intello. La situation est pendant ce temps bien moins joviale du côté de Harry. Il se sent extrêmement mal. Depuis la sortie scolaire, il est pris de violents maux de tête, et d'énormes coups de fatigue. Son majordome, Bernard, est extrêmement inquiet en le voyant arriver, et en constatant son état en train de se dégrader au fil des heures. Il n'a jamais vu de telle maladie. Pris de panique, il décide d'appeler Norman Osborn, le père de Harry, sur son lieu de travail. En arrivant sur place, Norman constate l'état critique dans lequel se trouve son fils. Bernard suggère d'appeler les secours afin que Harry puisse être pris en charge. Mais Norman, lui, a une autre idée en tête. Il songe à un moyen de guérir Harry, en plus de le rendre plus fort que personne ne l'a jamais été. Il veut injecter en Harry le super sérum, qu'il vient de développer avec ses équipes d'Oscorp Industries. Les phases de test s'étaient déroulées de façon plutôt concluante sur les animaux, et il tenait là l'occasion parfaite de tester sa formule sur les humains. Norman est certain de la stabilité de cette dernière, et veut démontrer son efficacité au monde entier, et aux investisseurs d'Oscorp Industries, en allant jusqu'à mettre en jeu sa propre chair, celle de son fils. Comble du hasard, le super sérum va apaiser les douleurs de Harry, tandis que la morsure va stabiliser les effets du sérum. Harry ne fait donc pas preuve de potentiels symptômes aggravants du sérum, à savoir violence, agressivité, aliénation. Non, Harry se retrouve cependant avec une force surhumaine, en plus d'étranges pouvoirs arachnides, que les scientifiques et Norman Osborn ne comprennent pas trop. Harry dispose donc des pouvoirs de Spider-Man et du bouffon vert, et cela de façon totalement décuplée. Harry ne vient pas en cours pendant quelques temps. Ses aptitudes sont testées par les équipes d'Oscorp afin de pouvoir être présentées aux investisseurs. En parallèle, Peter Parker continue de vivre sa vie de lycéen un peu paumé, et autant dire que son quotidien diffère grandement de celui des films. Il ne rattrape pas Mary Jane, il ne se bat pas contre Flash, et rentre à l'heure pour repeindre la cuisine avec son oncle Ben. Comme il ne rentre pas tardivement chez lui, il ne rencontre pas Mary Jane à l'extérieur, il ne se met pas en tête de s'acheter une voiture pour l'impressionner. Bon, sans ses pouvoirs, il a fait quoi de toute manière? Bon, en tout cas, il ne se serait sûrement pas lancé dans le catch. Le point positif, c'est qu'il n'invente jamais cette histoire de la bibliothèque, et oncle Ben ne meurt pas. Pendant ce temps, Harry se familiarise avec ses aptitudes. Les investisseurs d'Oscorp et le gouvernement américain sont impressionnés par les résultats sur Harry, mais émettent quelques réserves. Mais d'où proviennent donc ses pouvoirs arachnéens? La formule et ses effets leur paraissent encore trop aléatoires. Les recherches continuent tandis que Harry reprend le lycée. L'affaire ayant été grandement médiatisée, Harry fait l'objet de toutes les convoitises et de nombreuses questions lui sont posées. Le soir après les cours, il s'exerce en compagnie de Peter et lui montre l'étendue de ses super pouvoirs. Le temps passe, mais les investisseurs n'en démordent pas. La formule leur paraît trop aléatoire pour pouvoir être utilisée. Ils songent à financer les projets de l'entreprise rivale d'Oscorp Industries, Quest. Norman Osborn refuse de laisser sa chance et veut prouver à tous qu'il se trompe, que sa formule n'a pas besoin d'être remaniée. Il décide donc de réaliser une nouvelle injection de celle-ci, et cette fois-ci sur lui-même. Malheureusement, sans la morsure d'araignée pour contrebalancer les effets nocifs, l'opération ne se déroule absolument pas comme prévu. À l'instar des films, il devient le bouffon vert. Présent lors de l'injection, Harry voit la scène, et il constate le changement de son père. Ce dernier lui propose de l'aider à balayer tous ses ennemis, à commencer par l'entreprise rivale Quest. Ensemble, ils pourraient accomplir de très grandes choses, mais Harry n'est pas convaincu par le bien fondé de cette entreprise. Son père lui dit qu'il n'aura de toute façon pas d'autre choix que de le rejoindre, l'opinion publique se liguera contre lui aussi. Le bouffon vert s'échappe et laisse Harry seul. Peter Parker commence ses petits boulots pour le Daily Bugle, il couvre notamment les premiers méfaits du bouffon vert. L'affaire fait grandement parler. Le bombardement de la démonstration du projet de Quest fait crouler les Osborn et Oscorp sous les accusations. Harry se met à mépriser la presse et l'opinion publique qui se plaît à colporter des ragots sur lui, qui n'a rien à voir avec tout ça. Malgré tout, il tient le coup grâce à Mary Jane, avec qui il sort depuis quelque temps. Il a de plus en plus de mal à gérer les actions de son père, qui deviennent extrêmement dérangeantes et suspicieuses auprès de tous. D'autant plus que cette situation jette l'opprobre sur Oscorp. À cause de sa réputation, les investisseurs et le gouvernement veulent cesser toute entreprise avec Norman Osborn. Le conseil de l'entreprise décide même de le virer. Norman est fou de rage et se met en tête de tous les tuer.
Harry le prend extrêmement mal aussi. L'entreprise devait lui revenir par la suite, elle allait lui échapper. Harry est donc au courant de l'attentat que prépare son père, envers ses détracteurs. Une nouvelle fois, le bouffon vert propose à Harry de joindre ses forces, mais il s'y refuse toujours. Cependant, il ne compte pas l'empêcher de commettre ce crime envers des gens qui, selon lui, l'ont bien mérité. Alors au courant de l'entreprise, Harry ne se rend naturellement pas à la cérémonie et reste tranquillement en compagnie de Mary Jane. Les victimes collatérales du bouffon vert sont nombreuses et Harry regrette un peu d'avoir laissé son père y aller. Peter Parker y était et a fourni de nombreux clichés à la presse. Les événements des derniers jours ont quelque peu tendu les relations entre Harry et MJ. Harry a la tête ailleurs. MJ se consacre, elle, à sa naissante carrière d'actrice, et Peter l'encourage énormément dans sa démarche. Un soir, il vient même la soutenir, après une de ses auditions ratées. Un soir dont il se rappellera longtemps. Après avoir échangé quelques mots ensemble, MJ et Peter se séparent. Il se fait tard et MJ doit rentrer dîner avec Harry. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, Peter remarque des silhouettes la suivant au loin. Il ne s'agit ni plus ni moins d'agresseurs voulant s'en prendre à Mary Jane. Peter accourt, il n'est pas très fort, mais au moins il est vaillant. Malheureusement pour lui, son courage ne comble pas son manque de technique. Et il se fait rapidement rétamer au sol, laissant ainsi Mary Jane seule avec ses agresseurs. Lorsque Peter se réveille à l'hôpital, il apprend avec effroi que MJ n'a pas survécu à son agression. Il est furieux, en colère contre tous, et surtout envers Harry. Après quelques jours de convalescence, Peter ne mâche pas ses mots envers ce dernier. Il lui dit que lui, il aurait eu le pouvoir d'empêcher la mort de Mary Jane, mais qu'à la place, il préférait rester caché bien au chaud dans l'ombre de son père, pendant qu'il commet les pires atrocités. Car oui, Peter l'avait compris, et cela depuis quelque temps déjà. Il connaît la véritable identité du bouffon vert. Il ne voulait pas compromettre la réputation d'Oscorp et de Harry auprès de la presse, mais cela n'avait que trop duré. Il ne peut plus permettre de cacher cela au monde. Peter veut rétablir la vérité. Harry prend très au sérieux les menaces de Peter, et décide d'en parler à son père. Peut-être que cela permettra de le raisonner. La mort de Mary Jane a beaucoup impacté Harry, et se rend bien compte qu'il pourrait faire plus, faire le bien, notamment en commençant par affronter son père, et en lui dissuadant d'arrêter ses bouffonneries. Harry révèle à son père qu'il est sur le point d'être démasqué, que Peter Parker a tout compris quant à ses activités, des menaces qui ne manquent pas de faire sourire le bouffon vert. Le bouffon vert se fiche d'être démasqué, cela lui importe peu car après tout, c'est lui qui a le pouvoir. Mais à cela il ajoute qu'il s'occuperait de quiconque se mettrait en travers de son chemin, tel qu'un reporter un peu trop curieux par exemple. Harry comprend la menace. Son père renchérit, il lui affirme qu'à un moment ou un autre, il aura à faire un choix. Suite à cet échange, Harry s'empresse de mettre Peter en garde, et lui révèle que son père n'hésiterait pas à le tuer s'il venait à se mettre en travers de son chemin. Mais rien à y faire, Peter est bien décidé. Le lendemain, il révèle la vérité au monde entier. Évidemment, cette révélation finit d'enterrer la déjà très mauvaise réputation des Osborn. Autant dire que le bouffon vert n'a pas vraiment apprécié la prise d'initiative de Peter, mais il songe à pouvoir tirer profit de cette situation. Le bouffon vert veut définitivement réussir à se mettre Harry, son fils, de son côté. Aussi, c'est pourquoi il lui impose un choix cornélien. Dans la soirée, Harry reçoit un appel de son père, qui le somme de se rendre de toute urgence à la tour d'Oscorp. Harry accourt. En arrivant sur place, il trouve son père et Peter Parker, solidement attachés autour de nombreux explosifs. Harry ne comprend pas, mais son père s'explique. Il avait capturé Peter Parker pour le sommer de faire un choix, de définitivement se ranger d'un côté ou de l'autre. S'il choisit de détacher Peter, son père explose. S'il choisit de détacher son père, Peter explose. Norman veut que Harry choisisse une bonne fois pour toutes son camp, afin qu'il puisse devenir celui qu'il doit être. Le compte à rebours s'enclenche, Harry ne dispose alors plus que de 40 secondes pour agir. Il doit choisir vite, car en cas d'inaction, ce sont les deux qui explosent. Harry est abasourdi, tiraillé. Que faire? Il commence naturellement par se diriger vers son père. Le bouffon vert affiche un sourire narquois, comme satisfait du déroulé des événements. Harry prend alors conscience que son père n'est plus l'homme qu'il était, que la personnalité du bouffon vert l'avait totalement consumé. Harry se rappelle alors des paroles de Peter, du rôle qu'il aurait pu jouer s'il avait été là lors de l'agression de MJ, du rôle qu'il aurait pu jouer s'il avait osé braver l'autorité de son père. Son père, qu'était-ce désormais? Un meurtrier, un homme fou, un bouffon. Tel qu'il l'avait connu, son père aurait rêvé voir son fils voler de ses propres ailes, et de faire de grandes choses avec les pouvoirs qui lui ont été donnés. Il change alors de décision, et se dirige en direction de son ami de toujours, Peter Parker. Il le détache en vitesse et le fait sortir de la zone dangereuse. Stupéfié, le bouffon vert est laissé sur place lorsque le compte à rebours arrive à son terme. Ce soir-là, Harry sauve Peter et embrasse enfin son statut de super-héros. La ville est sauvée du bouffon vert et Spider-Man est né. Le temps passe un peu. Spider-Man protège la ville de New York. Il en devient le veilleur. Il reste une figure controversée, mais beaucoup de gens se démènent pour lui donner une bonne réputation. C'est le cas de Peter Parker, notamment, qui est devenu le photographe privilégié de Spider-Man. La popularité d'Harry Osborn est telle que même la notoriété d'Oscorp Industries a pu être établie. Ses technologies et sa fortune sont mises au service de la ville et de la police avec qui il entretient de bonnes relations. Et au-delà de ses activités de super-héros, Harry compte bien continuer de faire prospérer Oscorp. Il est sur le point de développer une puissante avancée technologique en travaillant avec un certain Otto Octavius. Malheureusement pour Harry, la présentation de son énergie solaire autosuffisante s'avère être un total fiasco.
Alors qu'Otto Octavius semble perdre le contrôle de son œuvre, Harry parvient à arrêter de force le processus. Heureusement, car à peu de choses près, quelque chose me dit que la puce inhibitrice d'Octavius aurait pu être endommagée, qu'Otto aurait pu devenir fou, qu'il se serait mis en tête de braquer des banques pour pouvoir reconstruire son projet, et qu'il aurait mis en danger la moitié de la ville. Assez peu probable. Bref, le développement de l'énergie solaire est abandonné car jugé trop dangereux, et Otto Octavius s'en va K1K1 et devient prof à l'université. Malgré quelques petits échecs de la sorte, le temps passe, et la popularité de Spider-Man et d'Oscorp ne cesse de grandir. Grâce à Harry, Peter dispose d'un excellent poste de recherche au sein d'Oscorp. C'est un poste de consultant qu'il opère en parallèle de ses études. Cela lui permet de grandement alimenter ses thèses et autres projets. Bien loin des deux amis, Flint Marko devient l'homme des sables. Un élément qui ne change pas, et cela même s'il n'a pas tué Oncle Ben, car ce n'est pas pour ce motif qu'il est initialement incarcéré en prison dans les films. Pareil, ça ne change pas, et il a toujours besoin d'argent pour payer le traitement médical de sa fille. Pendant que l'homme sable sème le chaos en ville, et que Spider-Man essaye tant bien que mal de l'arrêter, Peter étudie une étrange forme de vie. Une forme de vie extraterrestre qui a été confiée à Oscorp, afin d'en étudier les propriétés. Peter travaille dessus, mais se voit bien vite confronté à un mur. Le domaine dépasse son champ de connaissances. Il a tout de même réussi à remarquer quelques faits notables, comme la faible résistance de la forme de vie au bruit suraigu. Pour l'aider à l'étudier plus en profondeur, il demande l'aide de son professeur d'université, le Dr Connors. Après analyse, le Dr Connors établit que la forme de vie comporte toutes les caractéristiques d'un symbiote, qu'il serait capable d'altérer les gènes et le comportement d'autres formes de vie, notamment humaines. Connors se veut prudent, cela pourrait se révéler dangereux. La presse n'en finit plus de parler des affrontements entre l'homme sable et Spider-Man. L'opinion publique se retourne de plus en plus en la faveur de l'homme sable, après une investigation journalistique d'Eddie Brock. Il s'avérerait que toutes les infractions que l'homme sable commet seraient pour pouvoir financer le traitement médical de sa fille, alors gravement malade. De nombreux débats éclatent au sein de la presse, la fin justifie-t-elle les moyens? Après une série de tests mettant en contact le symbiote avec des souris, le Dr Connors commence à entrevoir tout le potentiel de la forme de vie. Il comprend qu'au contact du symbiote, il est alors notamment possible de régénérer ses membres. Une thématique qui le hante depuis toujours et le concerne de très près. Il se dit qu'il pourrait créer un sérum à partir du symbiote, afin de permettre aux gens de régénérer leur corps. Cependant, Harry est fermement contre cette idée. Il rappelle les réticences qu'avait le Dr Connors lui-même au début envers les effets du symbiote. Mais Connors insiste, il y croit dur comme fer, ce serait pour lui l'aboutissement de sa vie. Harry clôt le débat et menace Connors de l'expulser des équipes de recherche. Connors comprend qu'il se doit de prendre les choses en main. Il profite d'un moment de solitude dans le labo pour rentrer en contact avec le symbiote. Le symbiote prend possession du corps de Connors et le transforme complètement. Il est satisfait de son entreprise, car elle avait fonctionné, et il venait de récupérer son bras. Il est persuadé qu'il faut permettre à tous de pouvoir bénéficier de ce traitement, mais il sait pertinemment bien qu'il doit pour cela se débarrasser de Harry Osborn, alias Spider-Man, qui ne permettrait jamais le développement du traitement. Connors a donc pour idée de lui tendre un piège. Venom Connors trouve l'homme sable et lui propose un marché. Se liguer à deux contre l'homme araignée. Venom lui révèle qu'il a tout à gagner dans cette affaire, car une fois Spider-Man mis hors d'atteinte, Venom est persuadé de pouvoir guérir la fille de l'homme sable, grâce aux spécificités du symbiote. Il n'en faut pas plus à l'homme sable pour faire alliance avec Venom. Sauver sa fille a toujours été sa seule et unique priorité. Maintenant alliés, ils commettent un peu de grabuge en ville, afin d'attirer et de tendre un piège à Spider-Man. Harry est en compagnie de son ami Peter lorsqu'il voit les images de la télévision. Tous deux sont choqués de reconnaître le Dr Connors dans une forme monstrueuse. Harry est sur le point de prendre son envol avant que Peter ne le retienne, et ne lui suggère une petite modification pour pouvoir venir à bout des deux ennemis. L'homme des sables et Venom attendent avec impatience l'arrivée de Spider-Man, lorsqu'ils entreaperçoivent une sorte d'objet volant au loin. Et il s'agit bien de Spider-Man, sur un module de vol, tel que pouvait en avoir le bouffon vert. Venom s'élance pour venir à la rencontre d'Harry Osborn, mais il est vite stoppé, et se retrouve incapable de bouger. Cela grâce à Peter Parker, qui a révélé à Harry le point faible du symbiote qu'il avait notifié, les bruits suraigus. Le symbiote se détache complètement du corps de Connors, ce qui permet à Harry de le détruire. Connors gise au sol, son bras à nouveau manquant. En voyant cela, l'homme sable devient fou de rage. Connors représentait l'un des seuls moyens de sauver sa fille. C'était l'un de ses derniers espoirs. Guidé par la colère, Marco Flint ne mâche donc pas ses coups, et Harry, maintenant dépourvu de son module de vol, subit les attaques de l'homme sable. Un premier, un deuxième, Harry n'arrive pas à tenir la cadence. Son affaire ayant été grandement médiatisée, Harry comprend la détresse de l'homme sable. Il lui révèle qu'il existe un dernier et ultime moyen pour lui de sauver sa fille. Harry lui affirme que s'il se rend à la justice de lui-même, sans causer plus de dégâts, il financerait lui-même le traitement de sa fille. Immédiatement, l'homme sable s'arrête. Et de toute évidence, il se rend compte que c'est là la meilleure solution, la plus cohérente. La grosse masse informe de l'homme sable s'effondre sur elle-même et laisse apparaître l'homme, Marco Flint. Flint se rend de lui-même à la police, et jure de rester en prison à vie, s'il le faut, et si Harry tient sa promesse. Une promesse qui sera bien entendu tenue par Harry, alias Spider-Man.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on espère comme d'habitude que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut!